Ma sœur a abandonné son bébé sur le pas de ma porte avec un mot disant « Il est à toi maintenant ». Puis elle a disparu à l'étranger. 1 an plus tard, elle est revenue, souriante comme si de rien n'était, et a essayé de le récupérer. Elle ne savait pas que j'avais tout documenté. Salut, Reddit. Je ne sais pas vraiment par où commencer, mais disons simplement que ma sœur a pris l'une des pires décisions qu'une personne puisse prendre, et d'une manière ou d'une autre, j'ai fini par ramasser les morceaux. Ce qui a commencé comme un samedi matin ordinaire s'est transformé en quelque chose que je n'avais jamais vu venir. Je ne suis pas ici pour la pitié. J'ai juste pensé partager ce qui s'est passé parce que, honnêtement, même maintenant, j'essaie encore de comprendre. S'il y a une chose que vous devez savoir sur ma famille, c'est que le bon sens a fait ses valises il y a des années et n'est jamais revenu. Je suis l'aîné, le soi-disant responsable. Ma sœur, Léa, est tout le contraire. Elle est la version humaine d'un trophée de participation. Chaque fois qu'elle fait une erreur, mes parents la félicitent comme si elle avait guéri le cancer. Léa est tombée enceinte après une nuit avec un type qu'elle a rencontré dans une boîte. Il l'a laissée tomber avant qu'elle ne réalise qu'elle était enceinte. Et depuis, elle agit comme si l'univers lui devait une garde d'enfant gratuite à vie. J'ai perdu le compte du nombre de fois où elle a essayé de me laisser le petit Léo juste pour le week-end. Je lui ai dit non à chaque fois. Je ne suis pas sans cœur. J'ai proposé de payer une babysitter une fois quand elle était vraiment en difficulté, mais j'ai clairement indiqué que son désordre n'était pas ma responsabilité. Ma mère m'a traité d'égoïste. Mon père a dit que je ne comprenais pas à quel point c'était difficile pour elle. Oui, sans blague. Je suis trop occupée à travailler pour comprendre ce que c'est que de passer mes journées à regarder des émissions de télé-réalité et à poster des citations motivantes sur le self-care. Alors, quand Léa m'a appelé en pleurant un vendredi soir, je savais déjà ce qui allait arriver, elle a reniflé au téléphone. J'ai un entretien d'embauche énorme demain. Ça pourrait tout changer pour moi. D'accord, ai-je dit en me frottant déjà la tempe. Alors, de quoi as-tu besoin? J'ai besoin que tu gardes Léo pour le week-end. Juste 2 jours, s'il te plaît. Robin, tu es le seul en qui j'ai confiance. Ça, c'était Léa. La seule chose qu'elle m'ait jamais confiée, c'était son mot de passe Wi-Fi. Je ne peux pas, ai-je dit. J'ai du travail. Je peux t'envoyer de l'argent pour une babysitter, par contre. De l'argent? A-t-elle claqué, passant instantanément de victime à reine offensée. Je ne peux pas confier mon bébé à un inconnu. Alors ne le fais pas, ai-je dit platement. Je ne suis pas disponible. Tu es incroyable. Tu préférerais vraiment jeter de l'argent sur le problème plutôt que d'aider? Exactement, ai-je dit. C'est la seule langue que tu sembles comprendre. Elle m'a raccroché au nez après ça. J'ai supposé qu'elle culpabiliserait mes parents ou un autre pauvre parent à la place. Problème résolu, n'est-ce pas? Faux. Le lendemain matin vers 6h30, je me suis réveillée au son de ma sonnette qui retentissait comme si elle devait un loyer à quelqu'un. Ce n'était pas un seul coup non plus. C'était incessant, comme si quelqu'un appuyait dessus. J'ai enfilé un sweat à capuche, à moitié endormi, et j'ai ouvert la porte, prêt à engueuler un livreur. Il n'y avait personne en vue, juste un bébé. Léo était assis dans un siège auto, juste sur mon paillasson, enveloppé dans une couverture avec des canards de dessins animés, me regardant cligner des yeux comme si c'était complètement normal. Il y avait un petit sac allongé à côté de lui et un morceau de papier plié collé à la poignée. Je suis restée là pendant 10 secondes, attendant qu'Aston Kutcher saute des buissons et me dise que j'étais piégée. Pas d'équipe de tournage, pas de Kutcher, juste le léger son de la circulation et un bébé faisant ces bruits bizarres de petits gémissements que les bébés font avant de commencer à crier. J'ai ramassé la note. Stylo bleu, papier de cahier déchiré, écriture de Léa. Nous avons tous déménagé à Londres. Le bébé est à toi maintenant. Il sera de toute façon mieux avec toi. Je l'ai lu 2 fois parce que mon cerveau a refusé de traiter la stupidité de la chose la première fois. Nous avons tous déménagé à Londres. Comme elle et mes parents ensemble, comme si c'était des vacances en groupe et qu'ils avaient décidé que je serais l'heureux gagnant d'un bébé gratuit. Léo a commencé à pleurer alors, fort, paniqué. Je me suis figée,
tenant le papier comme s'il allait magiquement commencer à s'expliquer. Puis l'instinct a pris le dessus, et j'ai détaché les sangles du siège auto et les maladroitement soulevés. Ses pleurs se sont arrêtés presque immédiatement quand je l'ai tenu. Super. J'étais parent depuis 30 secondes et j'étais déjà manipulée. Je suis rentrée, le tenant toujours, relisant la note comme si peut-être il y avait un post-scriptum qui disait « Je plaisante. Nous serons de retour pour le dîner. » Rien. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à appeler tout le monde. Léa, déconnectée. Maman, directement sur la messagerie vocale. Papa, même discussion de groupe avec les trois. Disparu. J'ai même vérifié leurs réseaux sociaux, tout effacé. C'était comme s'ils avaient appuyé sur un bouton, supprimer la famille. J'étais assis là sur le canapé, Léo se tortillant dans mes bras, essayant de réfléchir. Le téléphone fixe de mes parents, déconnecté. Ma tante, aucune idée. Mon oncle David a affirmé qu'il n'avait pas eu de leurs nouvelles depuis des semaines. J'ai même essayé l'ancienne collègue de ma mère, juste au cas où elle aurait mentionné quelque chose. Rien. À 9h, j'avais un bébé qui pleurait, 3 numéros déconnectés et une suspicion grandissante que ma famille avait collectivement perdu la tête. J'ai ouvert le sac à langer, 2 biberons, 3 couches et une petite boîte de lait en poudre. À première vue, c'était tout. Pas d'instruction, pas d'emploi du temps, pas de contact d'urgence, pas même une foutue tétine. Plus tard, en fouillant dans l'une des poches latérales, j'ai trouvé une feuille de papier froissé. Des informations sur un pédiatre griffonné dessus. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. D'accord, gamin, ai-je murmuré. On dirait qu'il n'y a plus que toi et moi maintenant. Il a éternué en réponse juste sur mon visage. Parfait. J'ai regardé la note une dernière fois et j'ai senti quelque chose de lourd s'installer dans ma poitrine. Pas de panique, pas de peur, juste ce sentiment profond et obstiné que quoi qu'il arrive ensuite, je ne reculerai pas. Ils avaient fui. Je ne le ferai pas. Et c'est ainsi que je suis devenu papa un samedi matin, grâce à une sonnette et à une note manuscrite. Une fois que j'ai arrêté de faire les 100 pas et que j'ai accepté que ce n'était pas une blague macabre, j'ai fait ce que toute personne rationnelle ferait. J'ai appelé la police. L'opérateur a semblé confuse quand j'ai expliqué. Attendez, votre sœur vient de laisser le bébé? Oui, ai-je dit, fixant Léo, rongeant sa couverture, juste sur mon pas de porte, est partie à Londres. Apparemment, elle a laissé une note. Ils ont envoyé une voiture de patrouille en moins d'1 heure. 2 agents sont arrivés, l'un plus âgé et calme, l'autre jeune et visiblement inexpérimenté. Le plus jeune a regardé Léo comme s'il n'avait jamais vu un bébé auparavant. Le policier plus âgé a lu la note 2 fois, puis a soupiré. C'est compliqué, a-t-il dit. Vous êtes son frère. Malheureusement, oui. Il m'a regardé avec le genre de regard que les gens réservent à quelqu'un qui vient de se porter volontaire pour une mauvaise décision. Légalement, vous êtes de la famille. Cela signifie qu'elle ne l'a pas abandonné à un étranger. Elle l'a laissé dans ce que la loi appelle des soins compétents. Alors, laisser votre bébé sur le porche de votre frère compte comme des soins compétents maintenant? Il a haussé les épaules. Pour nous, il s'agit de la sécurité immédiate. Tant que le bébé est avec un adulte compétent, ce n'est pas un abandon criminel. Le tribunal décide de ce qui se passe à long terme. Génial, ai-je murmuré. Je suppose que c'est ma promotion au poste de baby-sitter à plein temps. Nous pouvons faire un rapport, a-t-il ajouté. Mais puisqu'elle dit qu'elle a déménagé à l'étranger, cela devient délicat, juridiction et tout ça. Le policier plus jeune a ajouté, nous pouvons contacter les services de protection de l'enfance. Ils sauront mieux gérer cela que nous. Je n'aimais pas le son de cela. Une femme des services de protection de l'enfance a appelé quelques heures plus tard. Sa voix était polie mais détachée, comme si elle avait prononcé le même script 1000 fois. J'ai tout expliqué à nouveau, envoyé des photos de la note, du siège auto, du sac, de tout. Nous allons ouvrir un dossier, a-t-elle dit. Mais puisque votre sœur est hors du pays, il faudra peut-être du temps pour coordonner avec les autorités locales là-bas.
Si vous n'êtes pas en mesure de prendre soin du bébé, nous pouvons le placer en famille d'accueil temporaire. Attendez, votre plan est donc de me le prendre parce qu'elle est partie? Monsieur, nous voulons juste ce qu'il y a de plus sûr pour l'enfant. Et j'ai regardé Léo assis sur une couverture dans mon salon, regardant le ventilateur de plafond tourner comme si c'était la chose la plus fascinante du monde. Il est en sécurité, ai-je dit. Il reste avec moi. La femme a hésité. D'accord, nous allons le noter, mais si quelque chose change, appelez-nous. Après cet appel, la réalité m'a frappé comme un coup de poing. Je ne faisais plus de babysitting. J'élevais un bébé. J'ai tout googlé. Comment nourrir un enfant de 6 mois? Est-ce normal qu'un bébé pleure sans raison? Mon appartement ressemblait à une crèche qui avait explosé. Biberon, lingettes, petites chaussettes et une montagne de couches que je n'ai jamais bien pliées. Le 4e jour, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Ses vêtements étaient amples et ses côtes apparaissaient plus qu'elles n'auraient dû. Ils n'étaient pas assez lourds. J'ai pris rendez-vous le jour même avec le pédiatre figurant sur un papier que j'avais trouvé dans le sac à langer. La réceptionniste m'a regardé comme si j'avais apporté un ovni. Le médecin a feuilleté le mince dossier médical de Léo, les sourcils froncés. Il est en sous-poids, a-t-il dit. Pas gravement, mais clairement sous-alimenté. Et il a manqué ses 2 derniers rendez-vous de vaccination. Cette phrase m'a brûlé plus que je ne l'avais imaginé. Donc, elle ne s'occupait même pas de lui correctement, ai-je marmonné. Le médecin a levé les yeux. Vous êtes son père. Son oncle, ai-je corrigé. Il a hoché la tête lentement. Alors vous êtes tout ce qu'il a. Je vais imprimer un guide d'alimentation et un calendrier de vaccination. Nous allons le mettre à jour. Je suis sortie de cette clinique avec une pile de papier, un sac d'échantillons de lait en poudre et un tout nouveau niveau de colère. Pas le genre qui crie, le genre silencieux qui s'installe dans la poitrine et refuse de bouger. J'ai tout photographié. La note, le rapport de police, les papiers du médecin, même le reçu du lait en poudre. Puis j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur portable intitulé « Pour le tribunal ». Si Léa décidait un jour de revenir dans le pays en se faisant passer pour la mère de l'année, elle allait avoir une mauvaise surprise. Un soir, après une autre tétée, j'ai regardé Léo baver sur mon épaule et j'ai dit doucement « Tu es tombé sur moi, gamin. Mais on va s'en sortir. » Puis j'ai jeté un coup d'œil au dossier sur mon bureau, rempli de preuves et de papiers. Si elle réapparaît un jour, ai-je dit à la pièce, elle ne s'en tirera pas comme ça. Je le pensais. Les semaines passèrent et la vie s'organisa lentement autour du chaos. Je pouvais changer une couche en moins d'1 minute, quelque chose dont j'aurais aimé pouvoir me vanter au travail. Puis un soir, j'ai reçu une demande de message sur Facebook de quelqu'un nommé Chloé. Monsieur, sa photo de profil était un selfie flou avec des lunettes de soleil et un café. Le nom me semblait familier. J'ai ouvert le message. Salut Robin, je suis une amie de Léa. Je viens de découvrir ce qu'elle a fait. Je me sens horrible et j'ai pensé que tu devrais savoir quelque chose. Je l'ai regardé pendant 1 minute avant de répondre. Qu'est-ce que tu sais exactement? Elle a répondu presque instantanément comme si elle avait attendu que je le voie. Léa parlait de Léo comme d'un fardeau. Elle disait toujours qu'elle n'était pas faite pour la maternité. Je ne la prenais pas au sérieux, mais quelques semaines avant son départ, elle a commencé à dire qu'elle devait trouver un moyen de retrouver sa liberté. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire et elle a ri. Je pensais que c'était juste des paroles jusqu'à maintenant. Mon estomac s'est noué, donc ce n'était pas une dépression émotionnelle ou une panique de dernière minute. C'était planifié. J'ai appelé Chloé. Elle a décroché au 2e coup, nerveuse, mais prête à parler. Je ne sais pas à quel point cela aide, a-t-elle dit, mais elle a mentionné Londres plusieurs fois. Elle a dit quelque chose à propos de recommencer à zéro où personne ne te juge. Je pensais qu'elle parlait de vacances. A-t-elle déjà dit quelque chose à propos de mes parents? Elle a dit qu'ils envisageaient de partir avec elle, qu'ils avaient honte de Léo. Je pensais qu'elle exagérait. Elle exagère toujours. Tu sais comment elle est? Oui, je savais. Léa avait toujours été cette personne qui pensait que les conséquences étaient facultatives. Elle pouvait épuiser une carte de crédit,
pleurer auprès de maman, et somehow la faire payer sans lever le petit doigt. Elle a un jour détruit sa voiture et a convaincu mon père de lui en acheter une nouvelle parce que le concessionnaire était méchant. J'ai raccroché avec Chloé après qu'elle m'ait proposé de m'envoyer des captures d'écran de leurs anciens messages. Quand je les ai ouverts, tout était là. Léa se plaignait sans arrêt d'être coincée et de la façon dont Léo avait ruiné sa vie. Il y en avait même une où elle plaisantait, peut-être que je le laisserai avec Robin. Il est doué pour faire semblant d'avoir sa vie en ordre. Celle-là m'a fait mal. J'ai transféré les captures d'écran à mon email, puis je les ai imprimées. Elles sont allées directement dans le dossier du tribunal. Preuve, simple et claire. Le lendemain matin, j'ai appelé l'avocate de la famille qui m'avait aidé il y a des années pour un problème d'assurance automobile. Elle s'appelait Maître Duval, la quarantaine, perspicace et allergique aux bêtises. Quand je lui ai raconté la situation, elle n'a même pas essayé de cacher son incrédulité. Elle a laissé un bébé sur le pas de votre porte avec une note disant qu'elle avait déménagé à l'étranger. Oui. Et vos parents l'ont accompagnée ? Il semble que oui. Elle a soupiré. D'accord. Première étape, nous déposons une demande de tutelle temporaire. Cela vous donne l'autorité légale pour prendre des décisions pour lui. Médicale, financière, tout ce qui se présente. Cela documente aussi officiellement l'abandon. Bien. Faites-le. Vous aurez besoin de preuves. Notes, rapports de police, dossiers médicaux, journaux de communication. J'ai tout ça, ai-je dit. Et une de ses amies qui est prête à témoigner qu'elle avait prévu de le laisser tomber. Il y eut une courte pause. Vous prenez cela au sérieux. Bien. La plupart des gens paniquent. Vous construisez un dossier. Je ne la laisserai pas revenir en ville plus tard en agissant comme une victime. J'ai dit qu'elle l'avait laissé. Je ne la laisserai pas réécrire ça. Maître Duval a accepté de s'occuper des papiers. Nous avons passé en revue les détails au téléphone et au moment où j'ai raccroché, j'avais un rendez-vous au tribunal pour la semaine suivante. Cette nuit-là, j'étais assis sur le canapé, tenant Léo pendant qu'il rongeait une girafe en plastique. Je l'ai regardé sourire, ce grand sourire édenté, et j'ai réalisé qu'il n'avait aucune idée à quel point il avait failli finir en famille d'accueil. Il ne se souciait pas des avocats, des notes ou des dates d'audience. Il voulait juste que quelqu'un reste. Je l'ai regardé. Eh bien, tu m'as eu, gamin. Et apparemment, nous avons une audience la semaine prochaine. Il a éternué à nouveau sur ma chemise. C'était en train de devenir son truc. Quand l'avis officiel du tribunal est arrivé par la poste, je l'ai lu à voix haute. Requête de tutelle temporaire. Date d'audience confirmée. Cela semblait irréel. J'ai jeté un dernier coup d'œil au message de Chloé cette nuit-là avant de me coucher. Son dernier message disait « J'espère qu'elle aura ce qu'elle mérite. » Tu n'as rien mérité de tout ça. J'ai souri un peu. Oh, elle aura ce qu'elle mérite. Ai-je murmuré. Et elle ne va pas aimer ça parce que maintenant je n'étais plus seulement le frère qui nettoyait son désordre. J'étais le type qui construisait le dossier qui allait mettre fin à son histoire pour de bon. L'audience du tribunal a été programmée plus rapidement que prévu. Maître Duval, mon avocate, était la définition de l'efficacité. Le genre de personne qui pourrait parler à un juge tout en écrivant 3 emails et en buvant du mauvais café en même temps. Les juges aiment les faits, a-t-elle dit lors d'un appel vidéo, feuilletant ses notes. Pas d'émotion, pas de plainte. Tenez-vous-en à ce qui s'est passé. La note, le rapport de police, les dossiers médicaux, les messages de l'ami de votre sœur. C'est votre histoire. En gros, elle a abandonné. Je n'ai pas, ai-je dit. Maître Duval a esquissé un rare demi-sourire. Exactement. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui ne peuvent pas dire ça avec un visage impassible au tribunal. J'ai regardé Léo dans sa chaise haute, frappant une cuillère sur la table. Un visage impassible, hein ? J'ai survécu aux explosions de couches. Je peux gérer un juge. Le matin de l'audience, j'ai porté une chemise froissée et la cravate que j'avais achetée pour des entretiens d'embauche il y a 5 ans. Léo est resté avec ma voisine, une dame à la retraite qui s'était portée volontaire juste parce qu'elle aimait le sourire du bébé.
J'ai attrapé mon dossier de preuves, un épais désordre de papier et de capture d'écran, et je suis parti. Un greffier m'a indiqué la salle d'audience 3B, où la moitié des gens avaient l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Mon nom a été appelé, et soudain je me suis retrouvé devant un juge avec Maître Duval à mes côtés. Elle a parlé. Calme, claire, professionnelle. Elle a présenté les preuves comme si elle les avait répétées 100 fois. La note, le rapport de police, la déclaration du médecin concernant la sous-alimentation de Léo. Les captures d'écran de Chloé montrant Léa qualifiant son propre enfant d'erreur. La juge a tout parcouru. Expression illisible. Monsieur Dubois, a-t-elle finalement dit, me regardant. Vous demandez la tutelle temporaire de votre neveu. Oui, votre honneur. Et vous comprenez que cela signifie une responsabilité totale, légale, financière et médicale, jusqu'à nouvel ordre. Je fais déjà tout ça, ai-je dit. Autant que ce soit officiel. Il y eut une pause. Puis elle a hoché la tête. Tutelle temporaire accordée pour 6 mois. Vous recevrez les documents officiels dans la semaine. Maître Duval a remercié le tribunal. Je suis resté là, à digérer l'information. Ce n'était pas un moment émotionnel de film, juste des papiers et un soulagement. Mais quand même, j'avais l'impression d'avoir reçu un nouveau titre que je n'avais pas demandé, mais que j'avais déjà mérité. Sur le chemin du retour, j'ai fait le calcul dans ma tête. Lait en poudre, couche, crèche, charge, frais d'avocat. Les chiffres ne s'additionnaient pas. J'avais quelques économies, mais elles diminuaient rapidement. Cette nuit-là, j'étais assis à la table de la cuisine, entouré de factures, essayant d'économiser chaque euro. J'étais à mi-chemin du calcul des coûts de lait en poudre quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Allô, Robin. C'est maman Danielle. Je me suis redressée. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des mois. Salut, maman Danielle. Quoi de neuf? Je viens d'entendre ce que cette folle de ma fille et ta sœur ont fait, a-t-elle dit, son ton assez tranchant pour couper l'acier. Abandonner un bébé? Déménager à l'étranger comme si de rien n'était. Tu vas bien, mon garçon? Tu t'en sors? J'ai dit, essayant de paraître calme. Fatigué? Fauché, mais on y arrive. Elle a soupiré. Je viens demain. Ne discute pas. Et elle est venue. Le lendemain matin, sa voiture est arrivée dans mon allée comme un tank. Elle est entrée avec 2 sacs de course, une gigantesque couverture de bébé et ce visage qui disait « Je ne suis pas là pour jouer ». Elle a jeté un coup d'œil à Léo dans sa chaise haute, et ses yeux se sont adoucis instantanément. Je me suis appuyée contre le comptoir, la regardant le cajoler. Il mange mieux. Dort enfin plus de 2 heures d'affilée. Elle s'est retournée vers moi. Et toi? Tu as l'air de ne pas avoir dormi depuis la guerre froide. Je fais la sieste quand il fait la sieste. Ce n'est pas une vie, a-t-elle dit, secouant la tête. Puis elle a sorti une enveloppe et l'a glissée sur la table. Ne discute pas, prends-la. Maman Danielle, tu n'as pas à le faire. Robin, m'a-t-elle interrompu fermement. Je ne te fais pas un don. J'investis dans le seul de mes petits-enfants qui n'est pas un désastre ambulant. Tu fais ce qu'il faut pour ce garçon. C'est ce qui compte. Je n'ai plus discuté. J'ai juste hoché la tête, la gorge serrée. Elle est restée la journée, cuisinant suffisamment de nourriture pour nourrir une petite armée et réorganisant ma cuisine pendant que je travaillais. Quand je l'ai remerciée, elle a dit, « On ne remercie pas la famille de faire ce que la famille est censée faire. » Cette nuit-là, après son départ, la maison semblait différente, plus calme, mais plus stable. J'avais un peu de répit maintenant, financièrement et mentalement. J'ai rangé les papiers de tutelle dans un classeur, ajouté la note de maman Danielle concernant son aide, et mis à jour le registre des dépenses. Mon système fonctionnait. Je construisais quelque chose qui avait du sens. Léo a bougé dans son berceau. Je me suis approchée, j'ai ajusté sa couverture et je l'ai regardé saisir mon doigt dans son sommeil. Il semblait paisible, en sécurité, comme s'il me faisait entièrement confiance. Elle voulait sa liberté, ai-je chuchoté. Très bien, elle peut la garder parce que cette fois,
je ne nettoie pas son désordre. Je construis quelque chose qu'elle ne peut pas reprendre. Les mois passèrent et les choses commencèrent à se mettre en place. Léo grandissait vite. Il était plus bruyant, plus lourd et développait un sens de l'humour qui consistait principalement à me lancer des objets à la tête. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, il a levé les yeux de sa chaise haute, m'a montré du doigt et a dit clairement « Papa ». Je me suis figée, j'ai craché mon café et me suis tournée vers lui. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Il a souri comme s'il avait résolu la paix mondiale et a répété plus fort. « Papa ». Pendant une seconde, je n'ai pas su quoi faire. Je n'étais pas son père techniquement, mais essayez d'expliquer les technicités à un bébé qui vient de décider que vous êtes sa personne. D'accord, mon pote. Ai-je dit, essayant de faire semblant d'être cool. Papa, c'est ça. J'ai enregistré le moment sur mon téléphone. Plus tard, je l'ai rejoué une vingtaine de fois. Chaque fois, je souriais encore comme un idiot. La vie n'était pas facile, mais elle a commencé à nous ressembler. J'avais mon système, crèche le matin, travail l'après-midi. Puis un jour, en déposant Léo à la crèche, j'ai rencontré Tiffany. Elle travaillait dans la pièce d'à accent grave côté, mais aidait quand les choses devenaient chaotiques. Léo l'a tout de suite aimé, ce qui en dit long car il ne faisait généralement confiance à personne d'autre que moi ou ma grand-mère. Quand je suis venue le chercher un soir, il était assis sur ses genoux, gloussant pendant qu'elle lui lisait un livre d'images. Nous avons commencé à parler davantage après cela. Des discussions rapides à l'heure de la sortie, partageant des collations, échangeant des astuces parentales. Elle n'était pas trop compatissante ou bizarre à propos de ma situation. Elle la traitait comme si c'était juste la vie. Compliqué, bien sûr, mais pas tragique. J'aimais ça. Puis est venu le problème de travail. Mon patron m'a appelé en réunion. Il était poli, mais ferme. Robin, tes chiffres baissent. Je comprends que tu aies beaucoup à faire, mais ça ne peut pas durer. Soit tu reviens à des heures complètes au bureau, soit nous devrons réaffecter tes clients. Traduction, répare ça ou perds ton travail. J'ai passé cette nuit sur mon ordinateur portable à faire des calculs et à organiser la logistique. Je ne pouvais pas me permettre de perdre mon travail. Les frais juridiques seuls étaient suffisants pour m'étouffer. Alors, j'ai élaboré un plan. J'ai modifié mon emploi du temps, supplié pour des jours hybrides et transformé ma table de salle à manger en bureau à domicile. J'ai même imprimé un panneau, ne pas déranger, sauf si vous êtes en feu, pour l'aire de jeu de Léo. Cela n'a pas fonctionné, mais ça m'a donné l'impression d'avoir le contrôle sur quelque chose. Tiffany a remarqué le stress. Un après-midi, quand je suis venue chercher Léo, elle a dit, « Tu as l'air de mener 3 guerres à la fois. » 2 et demi. Ai-je dit, l'une n'est qu'une bataille de paperasse. Elle a souri et a proposé son aide. Elle a commencé à passer après le travail parfois, aidant à divertir Léo pendant que je terminais des rapports ou nettoyais. Ce n'était rien de romantique, juste un travail d'équipe facile. Elle a plaisanté en disant que ma version du nettoyage consistait à empiler des choses et à espérer que personne ne regarde de trop près. Elle n'avait pas tort. Puis un mardi matin, la vie a décidé que j'étais trop à l'aise. On a frappé à la porte. J'ai ouvert. Une femme en blazer gris, un presse-papier à la main. Monsieur Dubois. Je suis des services de protection de l'enfance. Je suis ici pour une inspection à domicile inopiné. Timing parfait. La maison ressemblait à un endroit où une tornade avait fait un tour de victoire. Des jouets partout, des assiettes empilées. Léo pleurait parce que j'avais mal coupé son pain grillé. J'ai essayé de ranger pendant qu'elle entrait. Désolée, ai-je dit. Nous étions juste en train de vivre. Elle a souri poliment. C'est bien. J'ai juste besoin de voir l'environnement et de poser quelques questions. Pendant qu'elle prenait des notes, j'ai essayé de paraître calme et de répondre clairement à tout. Pendant ce temps, Léo a décidé que c'était le moment idéal pour crier comme une alarme incendie. L'inspectrice s'est accroupie près de lui, observant comment il s'accrochait à ma jambe, comment il me tendait les bras chaque fois que je bougeais. Son expression s'est adoucie. « Il est très attaché à vous », a-t-elle dit. « Oui », ai-je dit, essoufflé.
Il a bon goût. À la fin, elle a fermé son dossier et a dit, tout semble bien. Continuez votre bon travail, monsieur Dubois. Vous faites mieux que la plupart. Quand elle est partie, je me suis effondrée sur le canapé, me sentant comme si je venais de survivre à un examen surprise pour lequel je n'avais pas étudié. Ce soir-là, Tiffany est passée avec des plats à emporter et a immédiatement commencé à réorganiser mon salon. Cet endroit a du potentiel, a-t-elle dit, empilant les jouets dans des bacs. Il vous faut juste une touche féminine, ou au moins une touche humaine fonctionnelle. Et, ai-je dit en riant. Je survis. Vous faites plus que ça, a-t-elle dit, regardant Léo, rampant sur le tapis. Il est heureux. Ce n'est pas facile à réaliser. Je n'ai rien dit, mais cela m'a marqué. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email de Maître Duval. Objet, date d'audience de tutelle confirmée. Je l'ai lu 3 fois. L'audience permanente était enfin programmée. Cette nuit-là, je me suis tenue dans l'embrasure de la porte, regardant Léo dormir. Le bourdonnement du babyphone remplissait le silence. J'ai pensé à nos débuts. Un pas de porte, une note et un désordre. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, nous avions construit quelque chose qui ressemblait à de la stabilité. Pour une fois, j'avais l'impression de gagner. Dans le mois qui a suivi, l'audience de tutelle s'est déroulée sans accroc. Maître Duval a géré ça avec brio, comme d'habitude. La juge a déclaré que j'avais offert un environnement sûr et stimulant et a approuvé la continuation de la tutelle en attendant l'examen de l'éligibilité à l'adoption. Au cours de l'année suivante, ma vie a retrouvé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix, la routine, la prévisibilité, le genre de calme que l'on a l'impression d'avoir mérité. Tout semblait solide, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. C'était un samedi matin tranquille. Le genre de matin où je faisais généralement la lessive et jouais à la poursuite de la petite voiture avec Léo. J'étais à mi-chemin du pliage du linge quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert et me suis figée. Léa, mes parents, tous les 3 debout là comme une publicité de retrouvailles, bien habillés, souriant comme s'ils venaient de rentrer de vacances. Robin, a dit ma mère, s'avançant comme si j'étais censée la serrer dans mes bras. C'est si bon de te voir. Je n'ai pas bougé. Que faites-vous ici? Nous voulions te surprendre, a dit Léa, souriant comme si elle n'avait pas disparu de la surface de la terre. Tu as l'air en pleine forme. Léo est là? Je l'ai regardé en clignant des yeux. Tu veux dire ton fils? Celui que tu as abandonné sur mon pas de porte avec un mot? Son sourire a vacillé une demi-seconde, mais elle s'est reprise. C'était temporaire. Nous avons eu une urgence familiale à Londres. Les choses se sont compliquées. Mon père a hoché la tête, les mains dans les poches. Nous n'avons jamais eu l'intention que ce soit permanent. Tu as si bien géré les choses. Nous sommes fiers de toi, mon fils. L'audace. J'ai laissé échapper un petit rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que je ne pouvais pas croire qu'ils étaient sérieux. Vous avez disparu pendant plus d'1 an. Pas d'appel, pas de lettres, pas d'argent, et maintenant vous êtes ici à faire comme si vous veniez de partir faire les courses. Le sourire de maman a commencé à se crisper. Robin, ne rendons pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Nous voulons juste parler de Léo. Je l'ai coupé. Vous voulez parler? Appelez mon avocate. Son nom est Maître Amanda Dubois. Elle a beaucoup à dire. Léa a froncé les sourcils. Robin, arrête d'être dramatique. Nous sommes de la famille. Oui, ai-je dit, m'appuyant contre le chambranle de la porte. C'est drôle comme ce mot n'a d'importance que quand vous voulez quelque chose. La patience de mon père a craqué. Nous sommes venus ici de bonne foi. Vous n'avez pas besoin d'être hostile. Je ne suis pas hostile, ai-je dit, tenant la porte à moitié fermée. Je suis cohérent. Léa a soupiré comme si elle avait affaire à un enfant. Tu ne peux pas me garder Léo pour toujours. C'est là que j'ai arrêté de sourire. Regarde-moi faire. Puis j'ai fermé la porte. Ils ont frappé encore quelques fois, mais je n'ai plus ouvert. Finalement, je les ai vus à travers les stores retourner à leur voiture. Ma mère secouait la tête.
Léa parlait avec animation comme si elle répétait sa prochaine excuse. La seconde où ils sont partis, j'ai appelé Maître Duval. Elle a décroché immédiatement. Je suppose, a-t-elle dit. Ils sont de retour. Comment le saviez-vous? Parce que j'ai vu une nouvelle demande de consultation de dossier public et une alerte de rôle apparaître sous votre dossier ce matin. Probablement eux qui essaient de chercher des informations. Je me suis frotté le front. Ils se sont montrés en prétendant que tout était un malentendu. La voix de Maître Duval s'est durcie. Ne les laissez pas entrer. Ne les rencontrez pas seuls. Tout passe par moi. C'est déjà fait. Bien. Je vais déposer une requête pour réaffirmer la tutelle et demander une ordonnance d'interdiction de contact jusqu'à l'audience de révision. J'ai raccroché, toujours sidéré. Ils avaient disparu depuis plus d'1 an. Soudain, ils étaient de retour à jouer la carte de la victime. Quelque chose ne collait pas. 2 jours plus tard, j'ai découvert pourquoi. J'étais au travail quand Maître Duval a rappelé. Vous voudrez peut-être vous asseoir pour ça, a-t-elle dit. Je suis déjà assis. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? L'avocat de votre sœur a déposé une intention de demander la garde. Elle prétend qu'elle est réhabilitée, financièrement stable et prête à reprendre ses fonctions parentales. J'ai ri. Financièrement stable? Elle n'a pas de travail. Maître Duval a hésité. Elle en a un maintenant. Techniquement, elle est répertoriée comme copropriétaire d'un restaurant. Et il y a plus. Elle a retrouvé le père biologique de Léo. Cela a attiré mon attention. Attendez, quoi? Apparemment, elle l'a trouvé grâce à une connaissance commune il y a des mois. C'est un homme d'affaires, propriétaire de plusieurs concessions automobiles, riche, célibataire. Elle utilise cela pour soutenir que Léo mérite d'être élevé dans un meilleur environnement financier. J'ai serré mon bureau. Alors, laissez-moi bien comprendre. Elle abandonne son enfant, disparaît pendant 1 an, puis découvre que son père a de l'argent, et soudain veut rejouer à la maman. C'est l'essentiel, a dit Maître Duval. Nous la contesterons avec les preuves d'abandon et les dossiers de négligence, mais elle a pris un avocat, et cela ne sera pas rapide. J'ai expiré lentement. Qu'elle vienne. J'ai des preuves. Littéralement. La semaine suivante fut un tourbillon de paperasse et de stratégie. Maître Duval et moi nous sommes rencontrés 2 fois pour tout organiser. La note, les rapports de police, les dossiers du pédiatre, les messages de Chloé, les registres financiers montrant qu'elle n'avait jamais envoyé 1 centime. Des photos de Léo en pleine santé, riant, s'épanouissant, tout ce que nous avions construit. Maître Duval s'est penché en arrière après avoir parcouru le dossier. Ils essaient de déformer l'histoire. De dire que c'était une urgence familiale, pas un abandon. Mais avec autant de documentation, c'est difficile à vendre. Ils essaieront quand même, ai-je dit. Ils le font toujours. Cette nuit-là, après avoir couché Léo, j'étais assis dans le salon, fixant la vieille note pliée que j'avais gardée, celle qui avait tout déclenché. Nous avons tous déménagé à Londres. Le bébé est à toi maintenant. L'encre avait un peu pâli, mais les mots me tordaient toujours l'estomac. Je sentais la tempête se préparer à nouveau. Avocat, date d'audience, mensonge. Mais cette fois, c'était différent. Je n'étais plus le frère confus avec un bébé sur le pas de ma porte. J'étais le type qui avait construit un foyer, un système et un dossier si béton qu'elle ne pourrait pas s'en sortir. J'ai jeté un coup d'œil à la chambre de Léo où il dormait profondément, son éléphant en peluche sous un bras. D'accord, gamin, ai-je chuchoté. Round 2. Mais cette fois, nous sommes prêts. Le jour de l'audience est arrivé plus vite que prévu. Maître Duval m'attendait sur les marches du palais de justice, tablette à la main, calme comme toujours. Vous êtes prêts, a-t-elle demandé. Autant que je le serai jamais, ai-je dit. Terminons ça. À l'intérieur, la salle d'audience était froide, silencieuse et pleine de cette fausse politesse qui cache la tension. De l'autre côté se trouvaient Léa et mes parents, habillés comme s'ils venaient tout droit d'une séance photo pour un magazine familial. À côté d'eux se trouvait un homme grand, leur avocat très cher. Il semblait facturer à la seconde.
Léa n'a pas voulu me regarder. Mes parents, si. Ma mère a fait un petit sourire d'espoir comme si elle pensait que ce seraient des retrouvailles émouvantes. Mon père avait l'air raide, répété. Ils n'étaient pas là pour tourner la page. Ils étaient là pour le contrôle. Le juge est entré. Tout le monde s'est levé. Une fois assis, les avocats se sont mis au travail. L'avocat de Léa a commencé par le même genre de faux charme que l'on attend de quelqu'un qui n'a jamais eu à faire quoi que ce soit d'honnête dans sa vie. Mes clients regrettent profondément le malentendu survenu il y a plus d'1 an, a-t-il dit en douceur. Ce n'était jamais un abandon. C'était un déménagement temporaire dû à une urgence médicale familiale. Ma cliente, Madame Dubois, pensait que son frère s'occupait temporairement de son fils pendant qu'elle s'occupait de ses questions à l'étranger. Maître Duval n'a même pas cligné des yeux. Elle a attendu qu'il finisse de raconter son conte de fées, puis s'est levée et s'est approchée du banc avec une précision silencieuse. Votre honneur, a-t-elle dit, d'une voix nette et claire. Ce n'était pas un malentendu. C'était un abandon calculé. Elle a remis une pile de pièces à conviction, la note, le rapport de police, les dossiers du médecin, la visite des services de protection de l'enfance, des photos, la déclaration de Chloé, tout. Maître Duval a poursuivi, la mère a quitté le pays sans aucune information de contact, a déconnecté son téléphone, supprimé les réseaux sociaux, manqué des rendez-vous médicaux et n'a fourni aucun soutien financier pendant plus d'1 an. Ce n'est pas une garde temporaire. C'est une disparition. Le juge a feuilleté les dossiers, son expression se durcissant. L'avocat de Léa est intervenu rapidement. Ma cliente était à Londres pour s'occuper du cousin de son père, gravement malade. Elle n'avait pas prévu de partir aussi longtemps. Le manque de communication était dû à des problèmes de carte SIM étrangère et à un accès limité au fonds. Maître Duval n'a pas manqué un battement. C'est intéressant, a-t-elle dit, car selon nos dossiers, ce parent est décédé 3 ans avant l'urgence présumée. Et pendant qu'elle était censée s'occuper de lui, nous avons des preuves photographiques de Madame Dubois et de ses parents dînant près du London Eye. Le juge a regardé par-dessus ses lunettes. Madame Dubois, pourriez-vous expliquer ? Léa a bégayé, sa voix se brisant. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. J'étais dépassée. Maître Duval l'a coupé calmement. Vous étiez dépassée. Alors, vous avez laissé votre bébé sur un pas de porte avec une note disant, et je cite, « Le bébé est à toi maintenant ». La salle d'audience est devenue silencieuse. Mes parents se sont agités inconfortablement. Ma mère a essayé de murmurer quelque chose à leur avocat, mais il l'a ignoré. Le juge s'est penché en arrière sur sa chaise. Ce tribunal ne prend pas l'abandon à la légère, a-t-elle dit, surtout quand il implique la tromperie et de faux témoignages. L'avocat de Léa a essayé de sauver ce qui restait, mais les dégâts étaient faits. Chaque tentative de déformer l'histoire s'est effondrée sous la montagne de preuves présentées par Maître Duval. Lorsque la déclaration de Chloé a été lue à voix haute, la partie où Léa disait qu'elle voulait retrouver sa liberté, même la greffière du tribunal a eu l'air dégoûtée. Puis vint mon tour. Maître Duval m'a guidé à travers quelques questions clés, comment j'ai trouvé Léo, son état, les mesures que j'ai prises, les preuves que j'ai gardées. J'ai gardé ça simple. Pas de drame, pas de discours, juste des faits. Le juge a demandé, pourquoi avez-vous décidé de le garder au lieu de le confier à l'État ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce qu'il ne méritait pas d'être abandonné 2 fois. Pendant un instant, même elle s'est adoucie. C'est noté, a-t-elle dit doucement. Quand ce fut fini, le juge a marqué une longue pause, réexaminant tout. Puis elle a parlé lentement, délibérément. Après un examen attentif, ce tribunal constate que mademoiselle Léa Dubois a sciemment et volontairement abandonné son enfant. La garde restera à monsieur Robin Dubois avec tous les droits d'adoption accordés à l'achèvement de la documentation finale. Le tribunal note également que le père biologique de l'enfant a été dûment informé de ces procédures et n'a pas comparu ni contesté la requête, renonçant de fait à ses droits parentaux. Léa a haleté. La main de ma mère a volé à sa bouche. Mon père s'est affaissé comme si quelqu'un avait coupé les fils le maintenant debout. La juge a poursuivi. De plus,
Compte tenu des fausses déclarations faites sous serment, le tribunal renverra Mademoiselle Dubois pour examen par le bureau du procureur de la République pour d'éventuelles accusations liées à l'abandon d'enfants et au parjure. L'avocat de Léa lui a chuchoté quelque chose, mais elle a juste regardé droit devant elle, pâle et silencieuse. L'expression de choc sur son visage aurait été satisfaisante si elle n'avait pas été si pathétique. Quand le marteau a frappé, c'était fini. Je n'ai pas célébré. J'ai juste expiré pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des mois. Dehors, le soleil était éclatant et l'air vif. Tiffany attendait sur les marches, tenant l'éléphant en peluche préféré de Léo. Alors, a-t-elle demandé. C'est fini, ai-je dit. Il est officiellement à moi, elle a souri. Petit mais fier. Je vous avais dit que vous gagneriez. Léa et mes parents sont passés devant nous. Leur posture parfaite avait disparu. Ma mère a essayé d'attirer mon regard, mais je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Ils sont montés dans leur voiture et sont partis sans un mot. Pour une fois, le silence était suffisant. Ce soir-là, j'étais assis sur le porche pendant que Léo jouait dans la cour, essayant d'enfouir sa petite voiture dans la terre. Tiffany était à l'intérieur, cuisinant, fredonnant doucement. Je l'ai regardé un moment. Ses cheveux en bataille, son petit rire, la façon dont il courait vers moi les bras ouverts quand il trébuchait. Ils l'ont laissé sur mon pas de porte comme s'il n'était rien, ai-je dit doucement. Maintenant, il est toute ma vie. Léo s'est blotti sur mes genoux, gloussant, et je l'ai serré fort. Honnêtement, j'ai ajouté plus à moi-même qu'à quiconque. C'est leur perte. Et pour la première fois depuis que cette sonnette a retenti il y a plus d'1 an, tout était exactement à sa place. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité de hype. Si vous êtes accro à cette histoire, appuyez sur ce bouton hype. Cela dit à YouTube, cette vidéo mérite de faire le buzz.